je vous l'ai dit, hein, cet après-midi, des échanges, du partage, des retours d'expérience, des experts, et puis des praticiens, des personnes qui, comme vous, sont au quotidien dans nos métiers, des métiers de passion. Et je vais vous demander d'accueillir, je le remercie d'être avec nous, le directeur général du groupe Lépine, Valentin Pfeffer, qui est avec nous et qui nous rejoint. Merci beaucoup, Valentin Pfeffer, d'être parmi nous et de venir témoigner. C'est un plaisir de vous accueillir. Directeur général, je le disais, du groupe Lépine. C'est un groupe avec des racines fortes, avec un vrai ADN dans les gènes et j'allais dire 3 siècles. Hein, c'est presque Louis XIV. Hein, oui. C'est ça, exactement. Le groupe a été créé donc, en 1714 par une famille qui s'appelait Philippe Martin de l'Espinaze. Donc c'était un Suisse qui a voulu fuir les guerres de religion et qui s'est donc installé à Lyon. Il a fui la Suisse et donc en fait il était rémouleur. Rémouleur, c'était un aiguiseur de couteaux. Donc il est venu s'installer au bord de la Saône à Lyon pour créer son entreprise, donc, qui s'appelait la Maison Lépine. L'entreprise continuant, en réalité, au départ, il y avait, à Lyon, c'était la capitale, vous saviez, de la soie, et du coup, il avait avec ses outils coupants, il y avait cet appel-là, et il y a eu un appel du milieu médical, parce que des besoins d'ouvrir la peau, et c'est pour ça qu'il s'est orienté vers le médical. Donc, 200 ans plus tard, mon père rachète l'entreprise et réoriente la structure sur des prothèses. Donc en fait, sur la fabrication et la vente de prothèses de hanches, genoux. Alors on voit hein, la boutique pignon sur rue, hein, c'est la devanture d'origine, hein, c'est ça hein. Tout à fait. Là, c'était donc sur la place des terreaux. Aujourd'hui, c'est une banque qui est installée ici. Et l'entreprise a perduré. Hein. C'est ça. L'entreprise a perduré, l'entreprise a déménagé. Aujourd'hui, on est présent à Genève, donc au nord de Lyon. Alors, ce qu'on voit, Valentin Pfeffer, c'est cette map monde avec une part à l'export qui est significative. Hein. Alors oui, pour revenir à ce niveau-là, c'est vrai que lorsque mon père a racheté l'entreprise, la volonté, c'était d'internaliser. Donc d'abord de recentrer sur la fabrication et la vente de prothèses et d'internaliser. L'internalisation, ça passait par toutes les étapes de fabrication. Donc au départ, on avait des sous-traitants et de plus en plus, on a commencé à internaliser. Et ça nous a permis de rapidement développer notre chiffre d'affaires à l'international. C'était une vraie volonté. Il y a combien en proportion là aujourd'hui ? 50% du chiffre d'affaires réalisé à l'international. Et du coup, avec l'internalisation de toutes les étapes, ça nous a permis de travailler sur la maîtrise des coûts, principalement, et puis sur la qualité des produits. Parce que, étant dans le médical, on vend des produits qui restent plus de 10, 20, 30 ans dans le corps humain. Donc on ne peut pas se tromper, on ne peut pas faire des erreurs quant à la qualité des produits. Donc c'est intéressant, hein, parce qu'on voit qu'on est parti de couteaux, hein, quelque chose qui peut paraître comme ça basique. Il y a eu cette évolution et dès le XVIIIe siècle et puis le XIXe siècle et jusqu'à nos jours, ça a été mu par l'innovation jusqu'à, vous le disiez, ces implants orthopédiques qui sont devenus une référence. C'est combien de collaborateurs, puisqu'on est dans les chiffres là ? Aucun problème. Aujourd'hui, c'est 450 collaborateurs. Pas une interro orale, hein c'est vous qui connaissez les chiffres. Pas de problème. C'est 450 collaborateurs. Nous avons en fait 4 usines, dont 2 qui sont basées en France. On a un laboratoire de tests aussi, parce qu'on fait un ensemble de tests de résistance mécanique, de tests d'usure, qu'on a internalisé également. On est toujours dans notre politique d'internalisation complète. Et une usine, là, qu'on voit en haut à droite, c'est une usine en Allemagne. Donc nous, Français, aujourd'hui, fabriquons également en Allemagne. Donc on est assez fiers de cela. Donc on a une usine de 80 personnes, où c'est la fonderie, en fait, hein, ce qu'on appelle la fonderie à cire perdue, qui est réalisée en Allemagne. Donc voilà, internalisation, et vous alliez me dire... Oui, pardon. Et j'allais vous dire, juste en bas, là, on voit sur l'image, c'est de la forge qu'on réalise qui est faite dans le sud-ouest de la France. Donc, on fait également de la céramique et on est là aussi ici pour ça. On travaille dans le plastique. C'est-à-dire qu'il y a des composants dans la prothèse, on usine du polyéthylène et on fait aussi de l'injection plastique. On fait de l'injection plastique pour tout ce qui est les vis au niveau résorbable dans la chirurgie du sport, hein, lorsqu'on a des ligaments croisés qui sont
cassé. Du coup, pour réparer, on utilise des vis pour fixer les nouveaux ligaments. Donc, on fait un peu d'injection plastique. Comment ? Voilà, je dis ça nous parle ici, le oui. sport, puisqu'on est vraiment à Gerland. Alors, on le voit, internalisation pour sécuriser, pour maîtriser les coûts, évidemment. On voit aussi comment la société et le groupe a pu évoluer avec toujours cet ADN familial, hein, cette indépendance que vous préservez et que vous promouvez au quotidien. Et puis 2010, vous arrivez. Valentin arrive et là, et vous allez voir que ça va rejoindre les sujets qu'on évoque et que nous a proposé Emmanuel Perdry, communication, marketing. Racontez-nous pourquoi et comment vous vous êtes emparé de ces sujets-là. Alors tout à fait. Simplement pour rappeler, l'internalisation s'est terminée en 2016, qui a été l'acquisition de la fonderie. Donc on a fini l'internalisation en 2016. Moi, étant arrivé en 2010, j'ai fait mes armes en reprenant une des filiales du groupe, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais on a 6 filiales au niveau du groupe, présents notamment sur le territoire en Europe, et dont une, la petite dernière, en Colombie. Donc on est aussi présent en Amérique du Sud à travers nos filiales. Mais donc voilà, pour vous dire, j'ai commencé mes armes en 2010 à travers une filiale en Espagne. Donc ça a été très intéressant de reprendre la direction de cette structure, qui était une petite structure dans laquelle on n'était pas connu non plus. Autant sur le marché local, on avait quand même, parce que étant depuis 1714, on avait une certaine connaissance. Là-bas, très peu. On était vraiment défriché, quelque part. Exactement, très peu connu. On est dans un marché qui est quand même, pour vous situer un peu, très dominé par les Américains. C'est un marché qui est... les Américains sont très très présents. Trusté, on peut le dire. Exactement. Et donc nous, l'idée, c'est donc dans les marchés locaux, c'est plus facile. Enfin, en France, je dirais, c'est plus facile d'être connu par l'historique, mais dans d'autres pays, c'était pas le cas, comme là en Espagne. Donc l'idée, et notamment après sur la France également, enfin en règle générale, l'idée, c'était de travailler sur l'image de marque et apporter les outils marketing et de communication qu'on avait peut-être pas forcément mis, je dis pas qu'on le faisait pas parce que c'est pas vrai, mais on n'avait pas forcément mis ça en avant dans les années précédentes. Oui, c'était pas forcément le réflexe. Et puis il faut dire aussi que c'est quand même très réglementé, donc on pouvait pas faire de la pub comme on voulait. Vous avez raison de le préciser. Il est vrai que dans notre métier, on a des réglementations qui sont fortes, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire de la publicité sur nos produits à la population qui n'est pas experte, c'est-à-dire nos clients finaux sont les praticiens, donc les orthopédistes. Oui, donc on est dans le B2B. Donc on est exactement dans le B2B, donc on a une publicité qui se fait à travers des publications dans des revues scientifiques, qui va se faire à travers des congrès dans des salons spécialisés. Donc voilà. Et également, il y a quand même, pour nous, je trouve quelque chose qui est arrivé, qui m'a paru fabuleux, c'est l'arrivée d'Internet. Le digital. Le digital, on trouve ça fabuleux parce qu'on a commencé à vraiment pu faire de la communication à travers les canaux. Alors comment vous vous emparez de l'outil digital, parce que c'est un peu la tarte à la crème, le digital partout, il transforme tout. Comment vous en faites quelque chose de concret pour vos métiers et puis pour promouvoir vos produits et les valoriser? Alors plusieurs choses. Tout d'abord, je pense que pour nous, ce qui était important, c'est le site Internet. Internet, à travers son site, c'est la vitrine. Ça nous permet d'être visible, je dirais, pas à moindre coût, mais d'avoir une visibilité sur le territoire, sur les différents territoires, grâce à Internet. Donc faire un site Internet, travailler dessus, travailler son image à travers un site Internet, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé. Apporter des services aussi aux praticiens, à nos clients, grâce à Internet. Par exemple, nous, on a développé un site e-commerce, on a développé un certain nombre de services, donc parce qu'on parle beaucoup du produit, mais c'est vrai que les services, aujourd'hui, on est dans un monde où les services sont très importants pour pouvoir travailler sur l'image du groupe et puis avoir une certaine connexion avec nos clients, quoi. Ça rejoint ce que disait tout à l'heure Flavie Salin, c'est-à-dire qu'on se met à la place du client. C'est pas je vous présente avec un site vitrine tout ce que je fais, mais tiens, voilà ce que je peux vous apporter en termes de services et de valeur ajoutée. Tout à fait. Oui, le site Internet est quelque chose de vraiment important
par rapport à ça pour développer cette proximité avec les clients. Ce qu'on a également travaillé beaucoup, c'est tout ce qu'on appelle les newsletters. Les newsletters, c'est vachement intéressant parce que ça nous permet de capter de plus en plus, de réaliser de plus en plus de connexions avec nos clients, de parler de nous en soi, parce que l'idée, elle est là. L'idée, c'est de parler de nous, de nous... C'est le faire savoir et le savoir-faire. Exactement, nous faire connaître et créer un certain lien avec l'utilisateur final, avec nos clients. Et ça, c'est vachement important. En travaillant sur... Bon, nous, par exemple, on a une histoire, hein, comme on a dit en préambule, en étant de 1714, ça nous a permis de... On s'est dit, comment il faut que je communique là-dessus, il faut qu'on développe toute une certaine synergie pour créer des connexions avec les clients. Alors justement, ces connexions avec les clients, c'est par exemple aussi les faire entrer de l'intérieur. Je suis allé, vous connaissez les journalistes, ils vont faire de l'investigation. Tout à fait. Il y a des vidéos YouTube. Hein. Exactement. Alors on a travaillé aussi là-dessus, il y a les chaînes YouTube. Donc alors, toujours dans le principe d'internaliser, on a internalisé aussi donc dans le département marketing, on a internalisé les compétences de technique opératoire en 3 dimensions et puis aussi un peu tout le savoir-faire de l'entreprise. On a filmé et dessus aujourd'hui on a grâce à YouTube, je crois qu'on est en 2 ans, on a plus de 7 millions de vues sur nos produits. Dans un métier très spécialisé, c'est quand même assez intéressant d'avoir une visibilité comme celle-ci. Et je voulais revenir aussi, en fait, comme je vous disais au départ, on a internalisé donc tout le système de fabrication chez nous, et nos clients, nos utilisateurs finaux, ils nous voyaient comme quelqu'un d'autre, c'est-à-dire comme un concurrent, enfin comme une entreprise, je dirais pas lambda, mais l'idée, c'est qu'on était au bas de l'échelle de Flavie tout à l'heure. C'est ça. Pas vraiment dans les radars. C'est vrai qu'on se retrouvait un peu dans la présentation qui avait été faite auparavant. Et l'idée, c'est de se dire, dans nos congrès, dans nos salons, comment nos clients ils voient une boîte, mais ils ne voient pas tout ce qu'il y a autour de cette boîte, tout le travail qui est fait, parce qu'il y a énormément de travail. Comme je vous disais, on est dans un métier qui est très réglementé, avec une réglementation qui augmente de plus en plus, qui se durcit de plus en plus. Et comment on monte toutes ces étapes-là? Et ben, en fait, l'idée m'est venue, et c'est ce qu'on voit dans la photo tout au fond à droite, dans nos salons, à montrer un peu notre historique. Parce que dans les salons, moi je trouve que les salons, c'est hyper important pour montrer un peu l'entreprise, pour montrer un peu qui on est, qu'est-ce qu'on fait, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a. Et donc, du coup, on est allé rechercher vous voyez sur la partie gauche qu'on voit pas très bien, des vieux instruments qui datent, qu'on s'entend et qu'on a retrouvés au sein de... Donc, ça fait un peu musée, mais... Du coup, vous racontez l'histoire aux clients et aux clients potentiels. C'est pour moi fondamental. Raconter un peu l'histoire, raconter d'où on vient, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, où on veut aller. Et du coup, là, on fait plus facilement la différence par rapport aux grands groupes américains. Parce que là, il y a de l'affect, il y a un côté émotionnel quelque part. Tout à fait. L'idée, il y a le Made in France qui est très important. Alors, je dirais maintenant, pour nous, c'est plutôt le Made in Europe plutôt que le Made in France. Mais c'est essentiel, c'est indispensable. C'est-à-dire que demain, quand on parle à nos clients en leur disant « mais continuez à travailler avec nous, faites-nous travailler », et l'idée, c'est on perdurera les entreprises pour dans 10, 20, 30 ans. Il y a dans des secteurs d'activité qui sont proches du nôtre, et les entreprises européennes ont complètement, ou même françaises, ont complètement disparu. Et c'est leur donner une certaine conscience en continuant à nous faire travailler, et nous, en se développant. Et donc, c'est à travers ces histoires, c'est à travers ce qu'on raconte. Oui, puis en plus, tous les métiers qu'on fait. vous favorisez l'engagement des collaborateurs parce qu'il y a une fierté. Donc, c'est une sorte de cercle vertueux. Alors, en parallèle, il y a eu un enrichissement du parc industriel, de l'outil de fabrication, et puis vous avez accéléré sur le commercial. Ça veut dire, on fait ça step by step. Hein. Alors, pour nous, ce qui a été très important aussi, c'est la création des filiales, parce que ça nous permet de contrôler notre marque, parce que de diffuser notre marque et de la contrôler, notre image de marque, et à travers les filiales, et c'est ce qu'on essaye de continuer à créer de plus en plus, parce qu'il y a quand même, je le répète, mais il y a quand même un Made in France qui est très apprécié. On a dans d'autres secteurs d'activité, où on le voit par exemple dans le luxe ou dans d'autres, ou dans les eaux, enfin dans pas mal de secteurs d'activité où les entreprises françaises sont très appréciées. Et ça permet de faire un positionnement prix plus élevé aussi. Hein. Exactement, parce que je pense que si on arrive à travailler une bonne communication, une très bonne image de marque, vraiment, derrière, on évite l'aspect négociation des prix, parce que c'est vrai que nous, au début, par le passé, on était un peu confrontés à ça, parce que le fait qu'il n'y ait pas de communication, le fait qu'il n'y ait pas de proximité par rapport à la marque,
Le problème, c'est que derrière, on était confronté à ces négociations. Bah oui, mais vous êtes trop cher par rapport aux autres. Exactement. Et là, vous racontez une histoire. C'est ça. On raconte une histoire, on apporte des services, on se différencie par rapport à des produits, on apporte autre chose. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais on est dans un métier qui est très réglementé. Et du coup, on a apporté, par exemple... la présentation d'avant, on parlait du plastique avec la consommation de l'usage unique. Nous, dans le médical, c'est une vraie innovation. Le plastique en usage unique, c'est une vraie innovation. Parce que chaque patient qui va se faire opérer, il aura chacun son matériel, son instrumentation unique. Il n'aura pas une instrumentation qui aura été utilisée par 50, 100 ou 300 patients avant. Et ça, c'est une vraie valeur. Et nous, on travaille beaucoup là-dessus. C'est vraiment alors, c'est très compliqué hein, dans la plasturgie, fabriquer des moules, ce genre de choses, ça met énormément de temps. Mais nous, on a pris ce virage-là parce qu'on pense que c'est vraiment l'avenir en termes de traçabilité et en termes de matériel neuf pour chaque personne qui va se faire opérer. C'est malin aussi, hein, parce que dans l'écosystème, quelque part, il y a les chirurgiens, il y a tout l'écosystème médical qui, quelque part, joue le rôle d'ambassadeur pour vos produits aussi. Hein. Oui, tout à fait. Donc, c'est des relais de com'. Hein. Exactement, tout à fait. Oui, c'est quelque chose qui est vraiment important et ça permet de souder et toujours en revenir par rapport à la marque, par rapport à notre groupe et de fidéliser, entre guillemets, les clients. Alors, en tout cas, vous en parlez avec beaucoup de passion. S'il y avait 3 points à retenir que vous pourriez livrer à nos amis dans l'assistance, qu'est-ce que vous diriez ? Déjà, peut-être pas négliger la com, parce que ça marche. Exactement. Je vais cibler mes 3 points sur la communication, effectivement, même si je pense que le marketing est très important aussi pour pouvoir développer un groupe, augmenter son chiffre d'affaires, travailler ses marges, hein, parce que je pense que c'est très important pour perdurer et pour pouvoir exister sur du très long terme, de conserver ses marges. Mais je dirais, la première chose, c'est tout simple, hein, c'est qui, quoi, comment. Donc, qui un marketing cibler ses clients, c'est hyper important. On a beaucoup fait travailler les équipes pour essayer de trouver à qui on s'adresse, parce que toute la communication, si derrière elle s'adresse à... On ne sait pas où elle va s'adresser. Connaissance du client. Exactement, connaissance, marketing, travailler par exemple des bases de données, des choses comme ça, pour bien cibler le client. Donc ça, c'est un point qui me paraît essentiel. Après, je dirais créer une identité autour de l'entreprise, raconter une histoire, travailler l'image de marque. Ça, c'est quelque chose qui me paraît indispensable pour derrière éviter de négocier des prix, pour derrière fidéliser un peu les clients et créer un attachement à la marque. Hein. Un attachement à la marque. Il y a des entreprises qui le font très bien. On a cette capacité également de le réaliser. Et aujourd'hui, donc là, je viens à mon comment, c'est à travers les canaux de communication. On a un certain nombre de canaux de communication accessibles, je pense accessibles pour tout le monde aujourd'hui, qui n'était peut-être pas forcément le cas avant. Parce oui, on a la force des réseaux sociaux. On a la force des réseaux sociaux, d'Internet, de YouTube. Enfin voilà, c'est un peu tous ces éléments-là, l'e-commerce. Moi, ça me paraît... Aujourd'hui, on a cette possibilité-là qui nous permet de vraiment diffuser l'information, travailler notre image de marque à travers ces canaux-là. Voilà, et du coup, on gagne de nouveaux clients et on reste indépendant. Tout à fait, voilà. Exactement. C'est l'idée. On a toujours voulu préserver notre indépendance. Je pense qu'à notre taille aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de courant, une entreprise de rester indépendant, mais ça nous permet de conserver nos choix, de se dire on travaille sur du long terme. Des fois, on a des choix de conception qui ne vont pas forcément être partagés si on avait des financiers qui étaient présents autour de nous, qui voudraient beaucoup de rentabilité immédiate et pas forcément voir dans du long terme. Nous, c'est tout ce qu'on a voulu fuir et éviter, c'est pouvoir travailler nos projets comme on le veut, comme on le souhaite et avoir une vision qui est vraiment à long terme. Ça, c'est quelque chose qui est indispensable, essentiel pour nous. Voilà, avec à la clé le business, évidemment. Tout à fait. Tout est corrélé. Exactement. C'était passionnant. Merci. Je vous remercie. Merci d'applaudir Valentin Pfeffer, toutes ses équipes, les 450 collaborateurs du groupe Les Pines.